Bonjour et bienvenue sur Radio C-Cert, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 18 janvier 2026, épisode 552. Au programme aujourd'hui, CIRO, 750 000 investisseurs canadiens exposés suite à une attaque phishing d'août 2025. Microsoft, un correctif out-of-band d'urgence pour des bugs d'extinction et Cloud PC. Rondo Docs, exploitation massive de la vulnérabilité CVE 2025-37164, touchant HPE OneView, 40 000 attaques en 4 heures d'après Checkpoint. Whisper perd des centaines de millions d'écouteurs Bluetooth vulnérables au hijacking silencieux. L'Organisation canadienne de réglementation des placements, la CIRO, a confirmé le 14 janvier 2026 que 750 000 investisseurs canadiens ont été impactés par une attaque de phishing sophistiquée survenue en août 2025. Cette révélation intervient après plus de 9000 heures d'investigation forensique pour déterminer l'étendue complète de l'incident. La CIRO est l'organisme pan-canadien d'autoréglementation qui supervise tous les courtiers en placement, les courtiers de fonds communs et l'activité de négociation sur les marchés de titres, de créances et de capitaux propres du Canada. L'incident a été détecté le 11 août 2025 lorsque la CIRO a identifié une menace de cybersécurité et a immédiatement mis en ligne certains systèmes par précaution. Les informations potentiellement compromises incluent les dates de naissance, les numéros de téléphone, les revenus annuels, les numéros d'assurance sociale, des numéros d'identification émis par le gouvernement, ainsi que des numéros de compte de placement et des relevés de compte. La CIRO précise qu'elle ne collecte pas les informations de connexion aux comptes tels que mots de passe, questions de sécurité et code PIN. Ces informations n'étant donc pas à risque. L'ampleur réelle de l'incident s'est révélée bien plus importante que toutes les estimations initiales. En août 2025, l'investigation préliminaire avait révélé que les données d'enregistrement des entreprises membres et des individus inscrits avaient été affectées. La complexité de la cyberattaque a nécessité près de 5 mois pour être démêlée avec l'aide d'experts en cybersécurité de renommée mondiale. Ça, c'est une information qui est capitale. 5 mois. Un incident de cybersécurité, ça ne se gère pas en 2 heures, 4 heures, 1 semaine, 1 mois. 5 mois, et le cabinet qui est derrière est vraiment de réputation mondiale. Andrew Kriegler, président et directeur général de la CIRO, déclare que l'organisme a surveillé de près toutes les activités malveillantes et qu'il n'y a actuellement aucune preuve que les informations aient été utilisées à mauvais escient ou exposées sur le dark web. La CIRO a notifié les forces de l'ordre et toutes les autorités concernées, y compris les commissaires à la protection de la vie privée. Les investisseurs impactés reçoivent des lettres actuellement de notification depuis le 14 janvier 2026 et la CIRO va offrir 2 ans de surveillance du crédit et de protection contre le vol d'identité auprès des 2 principales agences de crédit canadiennes. Une action collective potentielle a été déposée devant la Cour supérieure du Québec en octobre dernier au nom de toutes les personnes au Canada dont les informations personnelles ou financières avaient été détenues par la CIRO et qui ont été compromises. Restons au Canada, mais passons maintenant aux problèmes qui ont affecté les utilisateurs de Windows cette semaine. Microsoft a publié des mises à jour Windows d'urgence le 17 janvier 2026, soit un samedi, pour corriger 2 régressions critiques introduites par le Patch Tuesday du 13 janvier. Ces correctifs, out of band, adressent des échecs d'authentification remote desktop et un bug empêchant l'extinction correcte de certains PC. Le premier problème affecte Windows 11, Windows 10 et Windows Server en bloquant l'accès aux sessions de Microsoft 365 Cloud PC. Après l'installation des mises à jour de sécurité de janvier 2026, certains utilisateurs rencontrent des échecs de demande d'informations d'identification dans les applications de connexion à distance. Cela inclut les connexions à Remote Desktop utilisant l'application Windows sur les appareils clients Windows ainsi que sur Azure Virtual Desktop et Windows 365. L'application Windows est affectée sur des builds de Windows spécifiques et peut rencontrer des échecs de connexion. Le second problème va empêcher certains PC avec Secure Launch d'activer, de s'éteindre ou d'entrer en hibernation. Après l'installation de la mise à jour de sécurité de Windows, comme le fameux Patch Tuesday du 13 janvier, c'est la version Windows 11 version 23 H2, certains PC avec Secure Launch redémarrent au lieu de s'éteindre. Secure Launch utilise la sécurité basée sur la virtualisation pour protéger le système contre les menaces au niveau du firmware pendant le démarrage.
Alors Microsoft a publié plusieurs packages out of band ciblés le 17 janvier. Les principaux packages incluent la KB 5077-744 pour Windows 11, version 25H2 et 24H2, qui vise à restaurer les flux d'authentification remote desktop, ainsi que la KB 5077-79-7 pour Windows 11 23H2, résolvant à la fois les échecs de connexion remote desktop et la régression d'extinction Secure Launch. En attendant, un correctif permanent pour le bug d'extinction, Microsoft a partagé une solution de contournement temporaire nécessitant l'exécution de commandes shutdown /s /t 0 depuis l'invite de commande. Cependant, aucune solution de contournement n'existe actuellement pour les systèmes configurés pour entrer en hibernation et Microsoft recommande de sauvegarder tout travail et d'éteindre l'appareil lorsque le travail est terminé pour éviter que l'appareil ne manque d'énergie au lieu d'hiberner. Les mises à jour sont disponibles via Windows Update et le catalogue Microsoft Update pour déploiement manuel. Microsoft a reconnu les deux problèmes et décidé de délivrer rapidement des mises à jour cumulatives out of band plutôt que d'attendre le prochain Patch Tuesday mensuel. Les organisations, qui s'appuient sur le framework Cloud PC ou Azure Virtual Desktop, ont connu des problèmes de disponibilité immédiat pour les travailleurs distants. L'exploitation de vulnérabilités critiques se poursuit avec un incident majeur qui touche HPE OneView. The Register rapporte une exploitation à grande échelle de la CVE 2025-37164. C'est une vulnérabilité critique affectant HPE OneView et Checkpoint a identifié des attaques massives automatisées qu'ils attribuent au botnet RondoDocs. HPE OneView est une plateforme de gestion de data center qui contrôle serveurs de stockage et réseau depuis un point central. Essentiellement, un centre de commandement à privilège élevé au sein de nombreux environnements d'entreprise, et cette vulnérabilité découverte mi-décembre obtient un score CVSS de 10 sur 10, la note maximale. Cette faille permet une exécution de code à distance, et lorsque HPE a divulgué la faille, l'inconnu majeur portait sur le passage des attaquants de l'exploitation en proof of concept à des campagnes réelles. C'est vraiment quelque chose qu'on voit énormément. Du principe qu'on divulgue une vulnérabilité, on met un POC, les attaquants vont l'utiliser et grâce à l'IA, ils vont générer des scripts d'attaque qui sont hyper performants. Cette incertitude a disparu. La télémétrie de Checkpoint montre des dizaines de milliers de tentatives d'exploitation visant des systèmes vulnérables en masse et Checkpoint signale une escalade dramatique de l'activité d'exploitation le 7 janvier, donc il y a un peu plus de 11 jours, jour où la faille a été ajoutée à la liste des vulnérabilités activement exploitées de la CISA. Entre 5h45 et 9h20 UTC, plus de 40 000, vous voyez, entre 5h45 et 9h20, plus de 40 000 tentatives d'attaque exploitant la CVE 2025-37164 ont été enregistrées. L'analyse indique que ces tentatives provenaient d'une exploitation automatisée pilotée par un botnet. Checkpoint attribue cette activité au botnet RondoDocs sur la base d'une chaîne User Agent distinctive et des commandes observées incluant celles conçues pour télécharger le malware RondoDocs depuis des hôtes distants. Alors, RondoDocs, c'est un botnet qui est basé sur Linux, qui va transformer en arme des vulnérabilités publiquement connues à travers des routeurs, des DVR, donc des caméras, des serveurs web et autres appareils. Il utilise une approche de type exploit shotgun pour construire des vastes réseaux de botnets destinés au DDoS, au crypto-mining et à la livraison de charges utiles secondaires. La majorité de l'activité provient d'une seule adresse IP néerlandaise, déjà bien connue dans les cercles de threat intelligence, suggérant un opérateur particulièrement actif. Les attaques sont globales. Elles touchent les États-Unis qui ont vu le volume le plus élevé, suivi de l'Australie, la France, l'Allemagne et l'Autriche. L'activité se concentre principalement contre des organisations gouvernementales ainsi que des services financiers des fabricants industriels. HPE a déclaré début janvier que bien qu'il n'ait pas reçu de rapport de clients concernant l'exploitation de la vulnérabilité, il est important que les utilisateurs de OneView appliquent le correctif dès que possible. Bref, on ne réfléchit pas. On patch. Le principal enseignement est que les plateformes de gestion ne peuvent plus être laissées sur de longs cycles de patch car les adversaires n'attendent définitivement pas. La règle se confirme.
Terminons cet épisode avec une découverte encore plus inquiétante qui touche des centaines de millions d'accessoires audio Bluetooth. Malwarebytes révèle Whisperpair. C'est un ensemble d'attaques qui permet à un attaquant de hijacker de nombreux accessoires audio Bluetooth populaires, utilisant Google FastSpear et dans certains cas de suivre leur localisation via le réseau FindHub de Google. Le tout sans nécessiter aucune interaction de l'utilisateur. Des chercheurs de l'université belge de Louvain ont découvert une collection de vulnérabilités dans des accessoires audio utilisant le protocole Google FastSpear et les accessoires affectés sont vendus par 10 entreprises différentes. Vous allez voir, ça touche pratiquement tout ce qu'on utilise au quotidien. Sony, Jabra, JBL, Marshall, Xiaomi, Nothing, OnePlus, SoundCloud, Logitech et Google lui-même. Google FastSpear est une fonctionnalité qui rend l'appareillage d'écouteurs Bluetooth, de casques et d'accessoires similaires avec des appareils Android rapides et transparents en les synchronisant sur le compte Google d'un utilisateur. Ce service Google FastSpear utilise Bluetooth Low Energy pour découvrir les appareils Bluetooth à proximité et de nombreuses grandes marques audio utilisent FastSpear dans leurs produits phares, de sorte que la surface d'attaque potentielle consiste en des centaines de millions d'appareils. La faiblesse va résider dans ce fait que FastSpear omet de vérifier si C'est ça le délire. La faiblesse, elle va résider dans le fait que FastSpear omet de vérifier si un appareil est en mode appareil. Ça veut dire que, par conséquent, si un appareil est contrôlé par un attaquant, tel qu'un laptop, il peut déclencher ce fameux FastSpear, même lorsque les écouteurs sont dans l'oreille d'un utilisateur ou dans sa poche pour compléter rapidement un appairage Bluetooth normal et prendre le contrôle total. C'est juste incroyable. J'ai relu plusieurs fois l'article, j'ai regardé comment étaient ces vulnérabilités. C'est juste incroyable qu'on puisse faire ça sans l'avis de l'utilisateur. Et ce que ce contrôle va permettre, ça dépend des capacités de l'appareil détourné. Cela appelé de la diffusion des bruits perturbants à l'enregistrement audio via des microphones intégrés. La situation s'aggrave si l'attaquant est le premier à appairer l'accessoire avec un appareil Android. Dans ce cas, l'attaquant peut associer son Owner Account Key, désignant son compte Google comme propriétaire légitime à l'accessoire. Et si l'accessoire FastSpear prend également en charge le réseau FindHub de Google que de nombreuses personnes utilisent pour localiser des objets perdus, l'attaquant peut alors être en mesure de suivre la localisation de l'accessoire. Au niveau espionnage, il n'y a pas mieux. Alors Google a classé cette vulnérabilité suivie sous la CVE 2025 36911 comme critique. Cependant, le seul véritable correctif est une mise à jour du firmware ou du logiciel du fabricant de l'accessoire. Les utilisateurs doivent donc vérifier auprès de leur marque spécifique et installer les mises à jour des accessoires, car la mise à jour du téléphone seul ne résout absolument pas le problème. L'équipe de recherche a testé 25 appareils commerciaux de 16 fabricants, utilisant 17 chipsets Bluetooth différents. Ils ont pu prendre le contrôle de la connexion et espionner le micro sur 68% des appareils testés. Les appareils confirmés comme vulnérables, alors ça inclut les Anker Soundcore Liberté 4NC, les Google Pixel Bud Pro 2, JBL TuneBeam, Jabra Elite 8 Active, les Marshall Motif 2 ANC, les Nothing Air OnePlus NordBud 3 Pro, ainsi que plusieurs modèles Sony dont les WF-1000XM5, WH-1000XM4, WH-1000XM5 ainsi que M6, c'est incroyable, et les Xiaomi Redmi Bud 5 Pro. Les chercheurs recommandent de maintenir tous les accessoires à jour et ont publié une liste complète des appareils vulnérables sur le site whisperpair.eu. Je vais vous l'épeler whisperpair.eu. Et voilà, cet épisode se termine comme le week-end. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com. Si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Radio Cessort. Nous sommes disponibles aussi bien en allemand, en anglais, en français, en espagnol et en italien sur Apple Podcast, Amazon Music, YouTube, Deezer et Spotify. Tous les liens permettant de retrouver les sources OSINT utilisées dans cet épisode sont disponibles sur radiocessort.org ainsi que dans la description de l'épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. À demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À bientôt.